Je me souviens encore de ce jour où j'ai refusé l'un des hommes les plus riches de la ville. Moi, une fille de petite ville jonglant entre deux emplois, j'ai dit non à un milliardaire. Tout le monde m'a traité de folle. Mais 3 ans plus tard, le destin en avait décidé autrement. Et cette fois, l'argent n'avait rien à voir avec ça. C'était un matin comme un autre chez Illuminate Coffee et compagnie. Un de ces matins où le soleil traversait nos immenses baies vitrées, projetant des rayons dorés sur nos comptoirs en marbre. J'y travaillais depuis 6 mois, enchaînant les services du matin avec mes cours de yoga en soirée, essayant de rassembler assez d'argent pour payer mon loyer dans une ville qui semblait déterminée à chasser tous ceux qui n'étaient pas déjà riches. Je me souviens avoir ajusté mon badge, Maya, pour la 100e fois ce matin-là, quand il est entré. James Carter. Même si, à ce moment-là, je ne connaissais pas son nom. Pour moi, il n'était qu'un costume de plus dans cette parade d'hommes d'affaires qui traitaient notre café comme leur station-service personnelle. Grand, démarche assurée, costume bleu marine impeccable qui valait probablement plus que mon loyer annuel. Mais il y avait quelque chose de différent dans son regard. Il n'était pas scotché à son téléphone comme tous les autres. L'heure de pointe battait son plein. Et moi, je jonglais entre la machine à expresso et la caisse comme d'habitude. Il attendait patiemment dans la file, ce qui était déjà inhabituel pour notre clientèle. Quand il est arrivé au comptoir, il m'a vraiment regardé. Pas juste un coup d'œil distrait, mais un vrai regard. Et il a souri. Pas le sourire poli et condescendant auquel j'étais habitué, mais quelque chose de sincère qui m'a prise au dépourvu. « Bonjour », a-t-il dit, et je me souviens encore de la chaleur dans sa voix, comme si tout ralentissait autour de nous. Je vais prendre un... C'est à ce moment-là que le chaos s'est invité. Un homme d'affaires pressé l'a bousculé en passant, le faisant trébucher en avant. Il a attrapé le comptoir pour se rattraper, mais au même instant, je tendais une tasse de café à un autre client. Le liquide s'est renversé partout, sur son costume impeccable, éclaboussant le comptoir et semant la pagaille dans notre espace soigneusement organisé. Je m'attendais à de la colère, peut-être même à une exigence de parler à mon manager. Au lieu de ça, il a ri. Un vrai rire, sincère, qui faisait plisser ses yeux au coin. « Eh bien », a-t-il dit en tamponnant son costume avec les serviettes en papier que je lui tendais en panique, « je suppose que c'est une façon de se réveiller le matin ?» J'étais mortifié, m'excusant encore et encore, mais il continuait de sourire. « S'il vous plaît, » a-t-il ajouté, « laissez-moi vous offrir un café pour remplacer celui-ci. » J'ai essayé d'expliquer que j'étais en service, mais il a insisté qu'il attendrait ma pause. Quand je lui ai dit que je ne sortais pas avec les clients, il a répondu « Heureusement que je porte plus de café que je n'en bois, alors. Ça aurait dû s'arrêter là. » Mais le lendemain, il est revenu. Puis, encore le jour d'après. À chaque fois, commandant quelque chose de différent, toujours en se souvenant de mon prénom, toujours avec ce même sourire sincère. Pas de grands gestes, pas d'étalage de richesse. Même si j'ai découvert plus tard qu'il aurait pu racheter toute la chaîne de café s'il l'avait voulu. Juste un intérêt simple et constant qui me mettait de plus en plus mal à l'aise. Pas parce qu'il était insistant, mais parce que sa sincérité commençait à fissurer les murs que j'avais soigneusement érigés. Je ne voulais pas être une énième conquête pour un homme riche en quête d'amusement. J'avais vu trop d'amis tomber dans ce conte de fées pour finir par se rendre compte qu'elles n'étaient que des personnages secondaires dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Alors je gardais mes réponses professionnelles, mes sourires polis, mais distants. Mais quelque chose en James Carter refusait de rentrer dans la case où j'avais mis tous les hommes comme lui, et ça me terrifiait bien plus que n'importe quelle démonstration arrogante de richesse. Au fil des semaines, James est devenu une constante dans ma vie soigneusement ordonnée. Pas seulement pendant mes services du matin, mais partout. Je voyais sa voiture, une Tesla étonnamment discrète, garée devant mon studio de yoga. Il se trouvait, par hasard, au marché où j'achetais mes courses du dimanche. Et chaque fois, il s'intéressait sincèrement à ma vie, me posant des questions sur mon rêve d'ouvrir mon propre centre de bien-être, se souvenant des moindres détails sur ma famille restée à Atlanta.
J'ai commencé à remarquer des choses chez lui qui ne correspondaient pas aux stéréotypes du milliardaire. Il connaissait le prénom de tous les baristas, pas seulement le mien. Il laissait de généreux pourboires sans ostentation. Un jour, je l'ai vu aider Madame Chen, notre cliente âgée, à porter ses courses sur 3 blocs sous la pluie. Pas de caméra, pas de publication sur les réseaux sociaux, juste de la gentillesse sincère quand il pensait que personne ne regardait. Puis vint le moment qui changea tout. C'était un jeudi ordinaire quand une enveloppe élégante est apparue devant ma porte. À l'intérieur, une invitation pour un gala de charité, accompagnée d'un mot de James. Soyez mon invité d'honneur. Mon cœur s'est serré en lisant les détails de l'événement. C'était pour une fondation soutenant l'éducation des jeunes défavorisés, une cause qui me tenait à cœur. Il avait écouté, vraiment écouté, tout ce que j'avais dit. Ce soir-là, une robe de créateur est arrivée chez moi. Rouge carmin, exactement à ma taille. L'étiquette du prix était encore accrochée, plus chère que ce que je gagnais en 3 mois. Et soudain, toutes mes craintes se sont cristallisées. Ce n'était plus seulement une histoire entre nous. C'était une transformation imposée, l'idée d'être façonnée pour s'intégrer dans un monde où je serais toujours la fille qui a eu de la chance, celle qui avait attiré l'œil d'un milliardaire. Je l'ai retrouvé le lendemain matin, avant mon service. Il m'attendait devant le café, ce sourire chaleureux sur le visage. « Je ne peux pas accepter ça », ai-je dit en lui tendant la robe. La douleur dans ses yeux était réelle, mais ma détermination l'était tout autant. « James, tu es quelqu'un d'extraordinaire, mais ça, ce n'est pas moi. Je ne veux pas être une Cendrillon qu'on façonne pour entrer dans ton monde. Je veux écrire ma propre histoire. » Ce n'est pas ce que j'essaie de faire, protesta-t-il, sa voix douce mais pressante. Je te vois, Maya, la vraie toi. Vraiment? J'ai demandé. Parce que de mon point de vue, il me semble que tu essaies de m'élever jusqu'à toi au lieu de me rencontrer là où je suis. La robe, le gala, ce n'est pas ma vie, et je ne m'excuserai pas pour ça. La nouvelle s'est répandue vite. Mon Instagram a explosé de messages, entre insultes et incompréhension. Ma propre mère m'a appelé, me demandant si j'avais perdu la tête. Un homme bien avec des moyens, m'a-t-elle dit. Ça ne se trouve pas si facilement. Mais ce n'était pas une question de moyens. C'était une question de rester moi-même dans un monde qui voulait réécrire mon histoire. La partie la plus difficile n'était pas le rejet en lui-même. C'était de voir la douleur sincère dans ses yeux. Parce que malgré tout, James Carter n'était pas le méchant de cette histoire. C'était juste un homme qui n'avait jamais eu à se demander si ses gestes d'affection pouvaient ressembler à des menottes dorées pour quelqu'un d'autre. Tandis que je le regardais s'éloigner ce matin-là, les épaules légèrement affaissées, sa confiance habituelle éteinte, je me demandais si je venais de commettre la plus grande erreur de ma vie. Mais parfois, me rappelais-je, les choix les plus difficiles sont ceux qui nous permettent de rester fidèles à nous-mêmes. La vie a une façon étrange de nous enseigner des leçons quand on s'y attend le moins. Après James, je me suis plongé dans le travail, enchaînant des cours de yoga supplémentaires, économisant chaque centime. Parfois, dans les moments de calme entre les cours, je me surprenais à penser à lui. Son nom apparaissait dans les actualités tech. Fusions réussies, lancements innovants, initiatives caritatives. À chaque fois, je ressentais une petite pointe au cœur, mais je me répétais que j'avais fait le bon choix. Les premiers mois ont été les plus difficiles. Chaque fois que la porte du café s'ouvrait, mon cœur manquait un battement, espérant voir sa silhouette familière. Mais il n'est jamais revenu. À la place, il a ouvert sa propre chaîne de cafés durables à travers la ville, non pas pour concurrencer, mais pour offrir des emplois et une formation aux jeunes défavorisés. C'était ça, James. Même sa réaction au rejet était réfléchie et tournée vers la communauté. Pendant ces années, j'ai fréquenté d'autres hommes. Il y a eu Marcus, le professeur de lycée, qui partageait ma passion pour le travail communautaire, mais ne comprenait pas mon ambition. Puis Derek, le fondateur de start-up qui semblait parfait jusqu'à ce qu'il mentionne nonchalamment que j'étais différente des autres femmes noires. Comme si c'était un compliment. Chaque relation m'a appris quelque chose sur moi-même, sur ce que je voulais,
sur ce sur quoi je ne ferai jamais de compromis. 2 ans après le rejet, j'avais enfin économisé assez pour me lancer. J'ai quitté le café et le studio de yoga pour m'installer à Auckland et ouvrir mon propre centre de bien-être. Ce n'était pas facile. Bien des nuits, je me suis retrouvée assise sur le sol de mon minuscule appartement, entourée de plans d'affaires et de refus de prêts, me demandant si j'avais fait le bon choix. Mais quelque chose en moi me poussait à avancer. Mon centre a commencé modestement. Juste moi, une salle en location et un rêve. Créer un espace où le bien-être ne serait pas un luxe, mais un droit. J'offrais des cours de yoga à tarifs réduits, des séances de méditation pour les étudiants stressés, des ateliers bien-être pour les mères qui travaillent. Petit à petit, cela a grandi. Un client est devenu 10, 10 sont devenus 50, et soudain, j'avais une liste d'attente et besoin d'embaucher 2 autres instructeurs. J'ai appris à faire confiance à mon instinct, à valoriser ma propre voix. La fille qui avait si peur d'être transformée par le monde de quelqu'un d'autre était en train de devenir une femme qui créait le sien. Ma mère, qui avait été si déçue de mon refus de James, a commencé à m'envoyer de nouveaux clients. Tu avais raison, m'a-t-elle dit un soir. Tu devais trouver ton propre chemin. Parfois, tard le soir, je faisais défiler mes anciennes photos sur les réseaux sociaux, regardant celles de mes jours de barista. La fille sur ces photos avait le même visage, mais elle me semblait étrangère. Elle avait été tellement obsédée par l'idée de ne pas être changée par le monde de quelqu'un d'autre qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle était assez forte pour rester ancrée dans n'importe quel monde, y compris le sien. 3 ans ont passé ainsi. Construire, grandir, apprendre. J'étais enfin en train de devenir la personne que j'avais toujours voulu être, définie non pas par ce que j'avais refusé, mais par ce que j'avais construit de mes propres mains. Je ne savais pas que le destin s'apprêtait à me réserver la plus grande surprise de toutes, et que parfois, dire non n'est que la façon dont la vie nous prépare à un meilleur oui. On dit que la foudre ne frappe jamais 2 fois au même endroit. Mais celui qui a dit ça n'a jamais vécu ce qui m'est arrivé ce matin pluvieux à Auckland. J'animais un atelier de bien-être gratuit dans un centre communautaire d'East Auckland, une initiative mensuelle pour les adolescentes issues de milieux défavorisés. Cheveux attachés, sans maquillage, portant mon t-shirt préféré, respire profondément, j'étais totalement dans mon élément. J'étais en train de démontrer une technique de respiration quand j'ai entendu la porte s'ouvrir. En levant les yeux, le temps s'est figé. Il était là. James Carter, à la fois exactement le même et complètement différent. Fini le costume impeccable, remplacé par un jean et un simple pull noir. Quelques mèches argentées dans ses cheveux. Mais ses yeux si doux, n'avaient pas changé. Il était aussi surpris de me voir que moi de le voir. Plus tard, j'ai appris qu'il venait vérifier un programme d'emploi pour les jeunes. Le centre communautaire faisait partie de ceux que sa fondation soutenait. Pendant un instant, nous nous sommes juste regardés. 3 ans de distance suspendus entre nous comme une chose tangible. Continue, a-t-il dit doucement, en prenant place au fond de la salle. Alors j'ai continué, mais mon cœur battait à tout rompre. Je l'ai observé interagir avec les filles après la séance, leur posant des questions sur leurs rêves, leurs difficultés, prenant des notes dans un carnet usé. Pas de caméra, pas d'équipe de relations publiques, juste un véritable intérêt, comme avant. Mais cette fois, je le voyais dans mon monde, au lieu d'essayer de me tirer dans le sien. Nous avons fini par aller dans un petit restaurant éthiopien au coin de la rue. Pas son choix, le mien. Il a ri quand j'ai commandé pour nous deux, se souvenant de la fois où il avait essayé de m'impressionner avec des cartes de vin hors de prix. « Tu as construit quelque chose de magnifique ici », a-t-il dit en désignant le centre communautaire. « J'ai toujours su que tu le ferais. » Autour d'une injera et d'un ragoût épicé, nous avons partagé nos histoires. Il m'a raconté son parcours, comment mon rejet l'avait poussé à tout remettre en question. Il s'était éloigné de la gestion quotidienne de son entreprise, s'était concentré sur le travail communautaire, sur des gestes concrets plutôt que des initiatives grandioses. « Tu avais raison »,
a-t-il dit en remuant son thé. J'essayais d'élever les gens dans mon monde au lieu de les rencontrer dans le leur. J'avais besoin d'apprendre cette leçon. Je lui ai parlé de mon centre, de mes luttes, de mes victoires. Il écoutait attentivement, comme avant, mais quelque chose avait changé. La pression avait disparu. Nous étions juste deux personnes partageant un repas, partageant nos vérités. Quand nos mains se sont touchées en atteignant le même morceau de pain, l'électricité était toujours là, mais elle avait une nouvelle nuance. Ancrée, authentique. « Je ne suis plus l'homme qui t'a envoyé cette robe », dit-il alors que nous marchions sous la pluie légère. « Et tu n'es plus la femme qui l'a renvoyée. »« Non, » répondis-je en regardant les lampadaires se refléter dans les flaques d'eau. « Nous ne le sommes plus. Peut-être que c'est exactement ce qui devait arriver. » Debout sous la pluie, je sentis la perfection du timing de l'univers. 3 ans plus tôt, nous étions deux personnes essayant de rapprocher des mondes qui semblaient impossiblement éloignés. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, nous avions chacun avancé sur notre propre chemin jusqu'à nous retrouver au milieu. Il ne cherchait plus à me sauver, et je n'avais plus besoin de prouver que je ne pouvais pas être acheté. Nous étions simplement deux âmes qui avaient grandi, devenues enfin capables de se voir réellement. Ce qui s'est passé ensuite n'était pas un conte de fées. C'était mieux, parce que c'était réel. James et moi avons pris notre temps, délibérément. Pas de gestes grandioses, pas de romances tourbillonnantes, juste deux personnes apprenant à tisser leur vie ensemble avec intention et soin. Il venait au centre de bien-être avec du café le matin, mais cette fois, il savait exactement comment je l'aimais. Lait d'avoine, sans sucre, juste une pincée de cannelle. Je l'accompagnais à des événements communautaires, non pas comme un simple accessoire, mais comme une véritable partenaire dans notre engagement. La première fois qu'il est venu dîner dans mon petit appartement, j'étais nerveuse. Mon espace tenait probablement plusieurs fois dans son ancien salon. Mais il s'est assis en tailleur sur mes coussins de sol d'occasion, a mangé mon curry végétalien expérimental et avait l'air plus chez lui que jamais dans les restaurants de luxe où nous étions allés autrefois. « C'est ça, » dit-il en m'aidant à faire la vaisselle après le repas, ce qui me manquait avant. Nous avons eu nos défis, bien sûr. Les vieilles peurs ne disparaissent pas du jour au lendemain. Quand il a proposé d'investir dans l'agrandissement de mon centre de bien-être, ma première réaction a été de me braquer. Mais cette fois, c'était différent. Il abordait cela en véritable partenaire commercial, respectant ma vision, ajoutant de la valeur sans chercher à tout contrôler. Nous avons passé des semaines à élaborer des plans ensemble, partenaires égaux dans la création de quelque chose de plus grand que nous. Les médias ont fini par découvrir notre relation. Cette fois, quand ils ont essayé d'en faire un conte de Cendrillon, nous avons ri. Ils ne comprenaient pas que la véritable histoire n'était pas celle d'un milliardaire tombant amoureux d'une barista, mais celle de deux personnes qui avaient dû se perdre pour mieux se retrouver. 6 mois après le début de notre relation, James a vendu son penthouse. Il a acheté une maison modeste à Auckland, près des communautés que nous servions. « Le luxe est surestimé », disait-il. Le but, lui, ne l'est pas. Quand il a fait sa demande en mariage, ce n'était ni dans un restaurant étoilé, ni sur une plage privée. C'était un mardi soir, après une journée passée à enseigner la gestion financière à des lycéens. Il n'y avait pas de bague au début. Il me connaissait assez bien pour savoir que je voudrais la choisir avec lui. « Je ne te demande pas d'entrer dans mon monde », dit-il en tenant mes mains dans le calme du centre communautaire où nous nous étions retrouvés. « Je te demande si nous pouvons en construire un ensemble. » Le « oui » qui suivit n'était pas seulement une réponse à sa demande en mariage. C'était une affirmation de tout ce que nous étions devenus, séparément et ensemble. On me demande souvent si je regrette de l'avoir repoussé la première fois. Ils ne comprennent pas que notre histoire d'amour avait besoin de ce refus, de ces années de séparation. Nous devions grandir pour pouvoir nous aimer comme il fallait, pour bâtir quelque chose de réel ensemble. Parfois, le chemin le plus long est celui qui vous mène exactement là où vous devez être. Aujourd'hui, quand je regarde James, je ne vois pas un milliardaire qui m'a choisi.
Je vois un partenaire qui a grandi avec moi, qui a appris et évolué tout comme moi. Nous construisons quelque chose de plus grand que nous, une fondation qui soutient l'éducation et le bien-être, un amour qui inspire les autres à attendre ce qui est vrai, une vie qui prouve que le timing est essentiel. Et parfois, les plus belles histoires d'amour ne commencent pas par un coup de foudre, elles commencent par un non, prennent un détour par la découverte de soi et se terminent avec deux êtres entiers qui se choisissent exactement tels qu'ils sont. En y repensant, je réalise que les contes de fées se trompent. Ils se concentrent sur la magie de la première rencontre, sur la connexion instantanée, sur la romance effrénée. Mais le véritable amour, celui qui dure, celui qui transforme, suit souvent un chemin différent. Il a besoin de temps pour grandir, d'espace pour respirer, et parfois, du courage de dire non. Mon histoire avec James ne parle pas d'un milliardaire et de la femme qui a attiré son regard. Elle parle de deux personnes qui ont dû devenir la meilleure version d'elles-mêmes avant de pouvoir vraiment être ensemble. Aujourd'hui, quand on me demande un conseil, je dis ceci. N'ayez pas peur de vous éloigner de quelque chose qui semble parfait sur le papier si cela ne résonne pas avec votre âme. Faites confiance à votre instinct. Faites confiance à votre timing. Vous voyez, je ne suis pas spécial parce que j'ai épousé un milliardaire. Je suis béni parce que j'ai trouvé quelqu'un qui était prêt à grandir, à changer, à me rencontrer au croisement de nos rêves partagés. Notre histoire d'amour n'est pas une question de richesse ou de statut. C'est une question d'authenticité, de croissance personnelle et du courage d'attendre ce qui est vrai. Aujourd'hui, James et moi dirigeons notre fondation ensemble, apportant des programmes de bien-être et d'éducation aux communautés qui en ont le plus besoin. Nous prenons toujours notre café du matin ensemble, parfois à la maison, parfois dans ce même centre communautaire où le destin nous a réunis. Et de temps en temps, quand je croise son regard dans une pièce remplie d'étudiants ou dans un moment de silence chez nous, je suis reconnaissante envers cette fille courageuse qui a dit non, et la femme qu'elle est devenue pour finalement dire oui. À tous ceux qui écoutent dans cette histoire, votre valeur ne se mesure pas à la richesse de quelqu'un d'autre ou à la grandeur de ses gestes. Elle se mesure à votre courage de rester fidèle à vous-même, de grandir, d'évoluer et d'aimer selon vos propres termes. Parfois, les plus belles histoires d'amour ne commencent pas par un « oui ». Elles commencent par le fait de savoir quand dire « non ». Rappelez-vous, le timing ne consiste pas seulement à rencontrer la bonne personne. C'est aussi la rencontrer au bon moment, quand vous êtes tous les deux prêts à créer quelque chose de vrai, de durable, d'authentique. Continuez à grandir, continuez à y croire, et surtout, continuez à être authentiquement vous-même. Parce que quelque part, quelqu'un est en train de devenir la personne qu'il doit être pour vous aimer exactement comme vous êtes. Partagez cette histoire si vous croyez en la puissance de l'amour authentique. Partagez-la si vous avez déjà dû faire un choix difficile pour rester fidèle à vous-même. Partagez-la si vous attendez encore que votre timing soit parfait. Parce que peut-être, juste peut-être, votre plus belle histoire d'amour n'a pas encore commencé. Ou peut-être, comme la mienne, elle a déjà pris forme sans que vous ne le réalisiez encore. Je suis Maya Carter, et je vous rappelle que les meilleures choses de la vie arrivent souvent à ceux qui ont le courage d'attendre ce qui est vrai. Merci d'avoir écouté notre histoire.